Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs, du mindset et du bien-être. Je suis en compagnie d'Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Comment vas-tu Alex ? Très bien, très belle journée. Je te le confirme, tout à fait. Alex, aujourd'hui, on a un rendez-vous un peu spécial. Littéraire. Puisque, voilà, on a un rendez-vous littéraire et on en est très fiers, puisque nous avons rendez-vous avec Lou Achard. Lou qui est auteur essayiste d'un bouquin que nous avons la chance d'avoir entre les mains, qui s'intitule « On déserte, scénario pour dépasser l'urgence sociale et écologique ». J'ai réussi. Bonjour Lou. C'est ça, bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Ouais. Bon. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, Lou, il y a ceci. Alors Lou, vous nous faites le plaisir de venir nous voir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On a très envie de savoir qui vous êtes. Donc en préparant l'émission, vous m'avez indiqué que vous étiez agronome de formation. C'est bien cela ? Effectivement. Ouais. Et que plusieurs thématiques vous ont animé depuis très longtemps, puisque vous abordez... j'ai envie de dire assez régulièrement dans votre parcours, on va le voir, les questions de l'écologie, du travail, de l'agriculture et aussi du féminisme. On fera le point sur ce bouquin un peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça est venu ? Donc j'ai commencé à écrire sur ces différentes thématiques à travers un essai, vraiment à la sortie de mes études. Donc c'est des thématiques qui étaient présentes... et importante pour moi depuis longtemps, que ce soit la question écologique qui a toujours été présente, comme la question féministe qui est venue à mesure de prise de conscience. Et donc j'ai commencé à écrire sans même me dire au début que j'écrivais un livre. J'étais à la sortie des études face à beaucoup de choses qui me semblaient incohérentes, et j'avais besoin à la fois pour le comprendre et pour le partager, d'écrire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon premier livre. Et On déserte est donc mon troisième livre. Oui, c'est ça, puisqu'il y avait eu donc le manifeste pour un monde vivant et puis un recueil de poésie, Les temps qui courent, avec un jeu de mots. Tout cela part quand même d'une forme d'indignation chez vous, un questionnement qui s'impose à vous, notamment en 2022 par rapport aux déserteurs de AgroParisTech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous resituer pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qui s'est passé avec ces étudiants de cette grande école ? Oui, donc mon livre est préfacé par deux des déserteurs d'AgroParisTech. Donc, qui sont ces déserteurs d'AgroParisTech ? Ce sont les 8 étudiants qui, lors de leur remise des diplômes de cette grande école d'agronomie qui est située vers Paris, AgroParisTech, donc, ces étudiants, lors de cette remise de diplôme, ont appelé à déserter, à ne pas rentrer dans les droites lignes du parcours qu'ils ont suivi. Et donc forcément, c'est venu faire un écho fort avec mon parcours, puisque 8 ans auparavant, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis sortie des études et j'étais quelque part effectivement trop indignée face à tout le savoir que j'avais engrangé et les questions qui m'animaient, et le fait que j'allais très peu pouvoir travailler sur ces questions, ou vraiment dans le fond, et vraiment toujours être rattrapé par des choses peut-être plus fortes, bien plus fortes que nous, qui rendaient quelque part un peu caduque ce mouvement-là. C'est ça. Et puis d'autres écoles ont suivi d'ailleurs après, HEC, Polytechnique. L'ENS aussi, effectivement, oui. Avec toujours cette même forme d'indignation. Est-ce que c'était votre vocation d'écrire ? Parce qu'on voit la personne engagée, effectivement. Est-ce que c'est lié à ça aussi ? Alors, il y a deux choses différentes. Donc, j'ai commencé à écrire depuis très longtemps. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans, donc c'était plutôt des textes poétiques. Et puis ça c'est venu tout au long de mon parcours ressonner un peu une petite cloche à différents moments, donc peut-être plus à l'adolescence puis jeune adulte. Et à la fois, effectivement, il y avait cette indignation-là qui a toujours été forte face à pas mal d'incohérences vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Et forcément, le moment de la sortie d'études était le moment de brèche quelque part le plus fort, puisqu'il fallait rentrer dans ce monde-là et
et travailler sur tout plein de questions. Et face à justement à pas mal d'impossibilités là, quelque part ces deux éléments-là se sont réunis pour moi, à la fois l'écriture et le besoin de communiquer une indignation, de la partager et de voir comment le livre peut peut-être permettre un chemin collectif. Oui, parce que être indigné soi-même et devoir faire tout seul, on ne peut pas changer les choses. Et c'est en regroupant justement plein d'autres personnes, par le biais d'un livre, qu'on peut effectivement se dire qu'on peut sauver un petit peu tout ça. Ouais, ça a été ma forme, ma réponse à moi, effectivement. Ouais. Moi, j'ai toujours une question sur les écrivains. J'ai toujours envie de savoir quand est-ce que vous écrivez. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est sur du papier avec un stylo? Est-ce que c'est sur un téléphone, un ordinateur? Comment ça se passe chez vous? Oui, il y a eu vraiment deux périodes par rapport à ça. À la fois plus jeune, vraiment quelque chose qui était une activité qui était liée à la nuit. Et donc j'allais écrire sur du papier, des fois juste prendre quelques notes, les laisser pour après les reprendre plus tard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Et puis... J'écris des essais, peut-être que si j'écrivais de la fiction, ce serait différent. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai besoin aussi d'avoir quelque part un certain cadre pour me mettre dans cette activité-là. Donc vraiment, j'écris toute la journée. Ça va être de 9h à la fin de la journée. Ouais, c'est autre chose. Et donc aujourd'hui, j'écris plutôt sur des ordinateurs. D'accord. Donc ce bouquin pour lequel vous venez, on le montre, On déserte scénario pour dépasser l'urgence sociale et écologique. Vous remettez la question vraiment du travail au cœur des enjeux écologiques et vous proposez une réflexion, mais avec un scénario. C'est ça. Donc vraiment, ça me semblait très très important de venir remettre vraiment le travail au cœur des enjeux écologiques et climatiques, mais aussi sociaux, de venir rejoindre vraiment toutes ces thématiques-là. Et en élaborant un scénario, toute une construction de pensée qui s'appuie sur des leviers concrets et qui vient aborder vraiment la question du rapport de force qu'on peut avoir aujourd'hui. Et donc dans ce livre, quelque part, j'invite à déserter collectivement sur une certaine période pour pouvoir négocier un certain nombre de points. Ouais. Mmh. On avait rencontré il y a peu de temps Philippe Martinez, l'ancien patron de la CGT, qui nous avait dit justement que le travail et ce goût qu'on perdait du travail et des burn-out divers et variés qui arrivaient venait aussi du fait qu'on n'aimait plus forcément ce qu'on faisait. Il a dit qu'il faudrait que les personnes aiment ce qu'ils font et le fassent différemment. Voilà. Et c'est vrai que ça va avec le social, l'écologie, comme pas arriver tout le monde à 9h au bureau, parce qu'on crée des bouchons, forcément, d'arriver un peu plus tard, mieux équilibré, pouvoir s'occuper aussi de sa famille le matin, que le papa, la maman puissent travailler en même temps. Voilà, ce genre de choses. Remettre un équilibre, en réalité. Oui, c'est vraiment un des enjeux de ce livre-là, de venir aborder toutes ces questions-là. Aujourd'hui, il y a une vraie décorrélation qui s'est faite entre ce pourquoi on travaille et les besoins humains au sens large. Avoir accès à de l'eau non toxique, des aliments sains, mais aussi avoir droit à un espace serein où vivre, avoir le droit du bonheur, un accès à la culture. Et donc, du coup, aujourd'hui, on ne travaille pas principalement pour répondre à ces questions-là, mais pour répondre aux besoins d'un système économique qui n'est pas du tout basé là-dessus. Et en fait, aujourd'hui, énormément de gens se donnent beaucoup de temps de leur vie et de leur énergie pour un projet de société qui ne leur parle pas. Et c'est là où se rejoignent pas mal d'idées qui animent à la fois les jeunes générations et d'autres générations. C'est-à-dire que nous, en tant que, entre guillemets, déserteurs, on n'a plus envie de travailler tous les jours pour cette société-là. On a envie de travailler tous les jours pour une société qui nous donne envie, qui soit enviable. Quand on parle des burn-out qui concernent effectivement en France 3 personnes sur 10, et on est à un taux qui reste plutôt constant depuis la crise sanitaire du Covid. En fait, comment ça peut nous donner envie d'aller et pourquoi en fait ça paraît complètement absurde. Et en fait, à la fois dans les autres générations, il y a aussi
la question du sens au travail qui devient de plus en plus forte. À la fois, c'est un travail culturel qui s'opère et en même temps, aujourd'hui, le travail a perdu énormément de sens. On est dans quelque chose où justement, on est allé toujours plus dans une dérive néolibérale sur la question du travail, et même les personnes qui travaillaient avant avec leur éthique, par exemple les personnels soignants, les personnes dans l'éducation, et ben ces personnes-là sont aussi menées à bout. On a quand même, au niveau des professionnels de la santé, 2 personnes qui se suicident tous les 3 jours. Donc c'est énorme, oui. Et la crise du Covid a revu notre façon de travailler. C'est-à-dire que là, on a découvert qu'on pouvait travailler vraiment différemment. Beaucoup se sont reconvertis d'ailleurs professionnellement à ce moment-là. Oui. Parce qu'ils ont réalisé. Et aux États-Unis, c'est des millions de personnes qui ont quitté leur emploi suite à la crise du Covid-19, oui. Et ça ne s'est pas écroulé aux États-Unis financièrement. Au niveau des écarts de rémunération également, c'est un point que vous dénoncez, ou c'est même un levier sur lequel vous appuyez pour faire une démonstration. Effectivement, dans ce scénario, j'étaye mon propos avec pas mal d'arguments et de leviers concrets. Et la réduction des inégalités, notamment salariales, est un des points importants. Aujourd'hui, Virginie, on est quand même à un écart de 1 pour 95 entre la rémunération des premiers salaires des grandes entreprises et les PDG du CAC 40, on est à 1 pour 95. Est-ce que vous savez quelle rémunération annuelle ont en moyenne les grands PDG du CAC 40 ? Une rémunération qui doit paraître éloignée, effectivement, très éloignée de ce qui serait réaliste et atteignable pour vous, je suppose. Oui, on est à 7 millions d'euros par an en moyenne pour ces PDG-là. Et donc, ce que je préconise dans ce livre, c'est un écart de 1 à 6 ou de 1 à 4, comme le disent, comme l'argumentent les économistes atterrés, notamment. Oui, puisque dans votre travail, dans votre essai, vous mettez en lumière le travail d'économistes aussi. Oui, effectivement. Propos, quoi. Oui, et c'est intéressant parce que dans le livre, j'essaye de à la fois citer un certain nombre de personnes et de mettre en bas de page aussi des liens vers des podcasts, des vidéos, d'autres livres pour pouvoir toujours s'informer plus aussi sur ces questions. Vous faites également régulièrement le lien entre la crise écologique, on va dire, et la crise sociale également, pour dénoncer des inégalités. Effectivement, et aujourd'hui, ça me semble crucial de venir aborder ces questions-là conjointement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on essaye de polariser aussi la société et de nous laisser chacun avec nos préoccupations. Mais en fait, ces questions sont vraiment à reprendre de manière collective. Et justement, aujourd'hui, c'est important de faire alliance ensemble entre des personnes qui vont être plus préoccupées par des questions écologiques, d'autres personnes plus par des questions d'ordre social, pour venir négocier et réclamer un certain nombre de choses ensemble, parce que c'est vraiment le poids qui peut fonctionner. Et en fait, on est tous atteints par le même système qui est aujourd'hui en place. On peut le voir avec les agriculteurs notamment. C'est vraiment, là, c'est très flagrant. L'écologie impacte leur façon de faire. La mondialisation impacte leur façon de faire aussi. On pense à la Confédération paysanne qui en parle régulièrement de tout ça. Ce sont vraiment les petits paysans, c'est pas les agros qu'on connaît aussi, qu'on reçoit régulièrement. Mais les deux ont ce souci-là de toujours devoir produire plus tout le temps, avec une sécheresse très présente, donc très compliqué de produire plus. Donc pesticides et le reste. Voilà, et surtout des suicides chez les agriculteurs. Oui, il y a une personne qui se suicide tous les 2 jours, il me semble, tous les 2 jours chez les agriculteurs. Et c'est effectivement un des endroits
où tout ça apparaît de manière encore plus forte parce que c'est les personnes les premiers concernés aussi par le réchauffement climatique, que ce soit dans notre pays, mais aussi dans tous les autres pays où effectivement les impacts sont d'autant plus forts même. Et au niveau des agriculteurs, en fait, c'est des personnes qui ont été poussées par un modèle économique. Et aujourd'hui, il y a effectivement vraiment une polarisation même dans cette pratique-là, alors que la question est la même, c'est le fait d'être face à un système qui n'amène pas ces personnes-là à être rémunérées convenablement et à la fois respectées pour l'activité qu'ils opèrent, qui est une activité quand même qui répond à un besoin primaire pour chaque être humain. Et c'est dans cette activité-là qu'on permet une telle souffrance au travail. Et c'est effectivement quelque chose qui en dit long sur la société dans laquelle on est. Et quelque part, pour moi, c'est pas anodin que ces cris d'appel viennent d'étudiants, de jeunes diplômés en agronomie, parce que effectivement, c'est aussi des endroits où nous, on est amenés à être dans nos études face à toutes ces questions-là et face à toutes les impossibilités une fois qu'on a le diplôme. On n'est pas forcé d'attendre après les politiques. Les citoyens peuvent. Moi, j'ai toujours dit que faire ses courses est un acte militant, selon ce qu'on prend. Les produits de saison, voilà, qu'on n'oblige pas des agriculteurs à faire des fraises en hiver, par exemple. Ça a un impact et à la fois aujourd'hui ce qui est important c'est de se dire que en fait on a envie d'arrêter l'agro-industrie pour chacun et donc ça c'est des questions qui sont sociétales et qui portent sur une échelle vraiment collective. Ouais. Alors, au niveau des politiques, justement, qu'on reçoit d'ailleurs assez régulièrement avec Alexandre, on voit des solutions qui sont évoquées, notamment au niveau national ou même international. On parle de l'avion vert, le stockage du carbone. Quel est votre avis là-dessus, sur ces solutions ? Alors moi, je suis vraiment très sceptique. Aujourd'hui, il faut surtout pas être dupe face à toutes ces annonces-là. Ça me donne envie de citer Albert Einstein qui disait on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Tous ces éléments-là qui vont être quelque part du technosolutionnisme, on dit ça comme ça, ne résolvent pas grand-chose dans le monde dans lequel on est. Et pour moi, il faut, et j'en parle dans le livre, il faut opérer vraiment un grand décalage au niveau de la société dans laquelle on est, décaler les objectifs qui nous concernent tous et le poids de cette norme sociale est énorme pour nous maintenir dans un certain système actuellement. Et en fait, il faut opérer vraiment un décalage. Et en fait, quand on parle de l'avion vert, c'est un avion qui utilise de l'hydrogène vert. On peut produire très peu d'hydrogène vert. Donc c'est vraiment un avion qui sera là pour faire bonne figure, mais qui n'aura pas d'impact réel. Quand on parle des puits de carbone, c'est vraiment des éléments qui vont venir stocker très peu de carbone et avec des risques de fuite et qui coûtent cher. C'est comme si vous étiez médecin et que vous disiez à une personne diabétique « Ah, ça va, vous pouvez manger du sucre toute la journée. Tant que vous prenez une sucrète dans la journée, vous allez avoir votre équilibre. » Non, la personne sera vraiment malade. Et quelque part, c'est ce qui est notre réalité aujourd'hui. On est dans un système terrestre qui est malade aujourd'hui. Et il faut apporter de vraies solutions, pas mettre des petits pansements verts en pensant qu'on va résoudre l'énormité face à laquelle on est. Alors, ce bouquin, on va rappeler qu'il est édité aux éditions Yves Michel, que l'on peut le retrouver dans toutes les librairies, également sur Internet. On va rappeler que même si vous avez grandi à Lyon, vous êtes de la région toulousaine, et que par moment, on peut également vous solliciter pour animer des tables rondes, vous interviewer. C'est ça, ouais. J'ai un planning de rencontres en librairie qui est en place et je suis toujours partante pour effectivement venir discuter lors d'une table ronde ou dans d'autres librairies encore. Oui. Exactement.
Sujet passionnant hein, qu'on vous invite donc à lire dans ce bouquin. Alexandre, je crois qu'est venu le temps de la dernière question. De la dernière question, un agenda va s'afficher avec des horaires dessus. Il faut en choisir un. Il y aura une question cachée derrière. Il faut regarder l'écran. Il faut que ça va s'afficher là. Et je vais prendre le rendez-vous de midi. Ouais, ça me donne envie. Il est bien celui-là. On peut manger et prendre le temps justement. Il y en a qui ont faim. Si tu peux le lire toi, Virginie. Oui. Quel est votre endroit préféré pour réfléchir ou vous inspirer et pourquoi, Lou? Alors, aujourd'hui, je vis dans le Tarn, vraiment proche du Tarn. À 5 minutes de chez moi coule le fleuve. Et c'est vraiment un endroit... pour moi, ressourçant et agréable. Et tout le long aussi de la rive est très sauvage. Et c'est un endroit, effectivement, où j'aime beaucoup aller me ressourcer. Ouais. Ça doit être un lieu très apaisant, un lieu refuge, un peu, on pourrait dire. Effectivement, ouais. Très bien, merci beaucoup, Lou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On rappelle une dernière fois donc ce bouquin, On déserte, scénario pour dépasser l'urgence sociale et écologique, aux éditions Yves Michel. Alexandre, je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci à Lou également. Je te dis à bientôt. Eh bien oui. Et il me reste à vous remercier, à vous de nous suivre à chaque fois un peu plus nombreux. À très bientôt. Au revoir.